Bonjour à tous. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si je peux avoir un retour de l'équipe. Est-ce que le partage d'écran marche ou pas? Équipe. Alors désolé, je suis en train de juste vérifier si ça marche. Je pense que ça marche. Alors, je pense que ça marche. Ok, ok. Donc si ça marche, voilà, je pense que l'écran est partagé. Et donc je vais démarrer. Donc je vais démarrer cette session. Je pense que ça marche. Avec Je vais démarrer cette session avec une partie relative au business planning, donc relative au business planning en marketing. Cette partie n'est pas très enseignée en sciences de gestion et c'est une partie qui est beaucoup plus utilisée par les professionnels parce qu'elle est vraiment au cœur de l'activité, au cœur du travail qui est fait en marketing. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de marketing business planning. J'essaie vraiment d'être en phase avec une démarche marketing classique et c'est une étape cruciale pour le démarrage de toute activité marketing. Donc, pour moi, c'est une étape zéro. Toute la partie business planning, c'est une étape zéro et c'est l'étape fondamentale avec laquelle on va en démarrer. Je pense qu'il y a une étape préliminaire ou qui devance cette étape-là, qui est toute la partie stratégie que vous avez vue sur Raya Ftar avec Reda Talb. Là, je suis vraiment sur la partie opérationnelle. Et dans cette partie opérationnelle, ben, il y a quand même du business planning, il y a de la planification à faire. Donc, pour moi, je démarre avec cette slide pour expliquer que vraiment le rôle du marketing est un rôle de leadership sur toute l'activité. C'est ce que j'ai dit dans la première vidéo. Et c'est ce que je redirai toujours. La fonction marketing est une fonction clé. C'est une fonction qui a vraiment le leadership sur l'activité et qui a le leadership sur le business plan. À la création de chaque entreprise, de chaque nouvelle marque ou de chaque nouvelle entreprise, ou bien au lancement de chaque nouveau produit, il y a une étape essentielle qui est le business plan. Dans cette étape essentielle qui est le business plan, le marketing est la fonction, je dirais, cruciale pour pouvoir délivrer un business plan. Dans un business plan, il y a énormément de facettes. Donc, il y a les facettes market research, toute la partie business model, toute la partie préparation du planning, marketing, etc. Et ce sont des étapes, si vous voulez, qui sont leadées par le marketing. Donc, le marketing a un leadership sur une grande partie de la réflexion autour du business plan global, de tout lancement d'entreprise, de marque, de nouveaux lancements de produits, etc. Donc, qu'est-ce que le business planning en marketing précisément? Donc, pour pouvoir comprendre cette notion de business planning en marketing, il faut aller comprendre deux notions essentielles qui sont très très simples, mais que c'est un jargon qui est extrêmement utilisé par les multinationales en marketing. Les deux notions essentielles sont les drivers et les barrières. Donc, tout business a certains leviers. Le mot en français c'est levier, certains leviers qui vont pousser l'activité, qui vont vous permettre de vendre, et en même temps des barrières au développement. Donc je suis par exemple dans un pays en voie de développement, je suis un fabricant
Euh, je suis dans l'industrie de l'automobile en général, ou un fabricant auto, etc. Je sais qu'il y a une cible de classe moyenne qui est en plein développement dans ces pays-là. Je pense par exemple aux pays du Maghreb, comme le Maroc. Ben, je sais que le fait que cette classe-là se développe, c'est un très bon driver pour les développements de l'activité. Je suis d'Asia, par exemple, dans l'industrie de l'automobile. Je sais que dans tous les pays émergents, il y a une classe moyenne qui se développe fortement. Et donc, le développement de ces classes moyennes, c'est un driver pour mon activité. Ce n'est pas une barrière. Je suis une marque de luxe dans un pays en pleine récession. Par exemple, je dois me poser des questions parce que la récession dans ce type de contexte peut être une barrière pour le développement de mon activité. Donc voilà, je suis un business physique. Par exemple, le e-commerce peut être une barrière pour moi si je développe pas de solutions e-commerce. Je suis dans le business du livre, par exemple, une industrie qui est vraiment difficile, qui souffre vraiment aujourd'hui par pour plein de raisons. Parmi les barrières qui peuvent être, que vous pouvez voir en face si vous êtes dans le business du livre, c'est que les gens ne lisent pas. Donc, c'est une barrière. Donc, en termes c'est une grande barrière pour le développement de votre business. Et il y a une deuxième barrière qui est si vous êtes par exemple dans le business du livre physique et que vous êtes dans le business de la librairie par exemple, si vous faites pas de e-commerce, c'est une barrière aussi parce qu'il va y avoir énormément de développement d'e-commerce euh, enfin, dans le futur, pour ne pas dire qu'aujourd'hui c'est bien développé. Donc, si on tient par exemple de ce cas, vous êtes une librairie ou vous êtes un groupe qui détient plusieurs enseignes de librairie, ben, vos barrières vont être, par exemple, dans ce cas, des gens qui ne lisent pas. Donc, les solutions, ça va être d'aller chercher comment motiver les gens à lire plus pour pouvoir développer votre activité. La deuxième barrière, par exemple, ça va être le fait que le e-commerce se développe alors que vous êtes dans une démarche de business physique. Ben, c'est le même constat dont on peut parler pour plein de business. Dans le digital est en train de chambouler tous les assets, toute la manière de faire du business. Et donc, dans ce cas, si vous ne digitalisez pas votre business, vos machines, par exemple, vous êtes en train de faire face à des barrières qui peuvent nuire à votre activité et qui peuvent carrément vous faire disparaître si vous n'arrivez pas à les tacler. Donc, ces deux notions sont vraiment essentielles. Quels sont les drivers de mon activité? Qu'est-ce qui me permet à mon activité de se développer? Qu'est-ce qui permet aux gens d'acheter mon produit ou mon service? Et en même temps, les barrières. Quelles sont les barrières aujourd'hui au développement de mon activité? Parfois, vous avez des barrières d'ordre légal, une nouvelle loi sur un marché, par exemple, qui risque d'impacter directement votre produit ou votre service. Et si vous ne tenez pas compte à l'avance de ces barrières-là, ben, ça peut être aussi quelque chose qui peut être négatif qui peut avoir un impact négatif sur votre activité. Tout au long de la création de cette approche-là, ou bien d'identification de de vos drivers et de vos barrières, le conseil, le conseil que je peux vous donner ici, c'est d'être extrêmement factuel, donc d'avoir une approche très factuelle. Vous devez décrire de manière assez succincte vos drivers, vos barrières. Et puis, si vous avez la possibilité de rajouter ce qu'on appelle en anglais facts, ça veut dire de la data clé, ça peut donner énormément de sens à vos barrières et à vos drivers. Peut-être vous trompez-vous de barrière si cette barrière-là est, quand on la quantifierait, elle est minime, ben, vous vous tromperez peut-être de barrière si vous la mettez comme barrière centrale de votre activité. Donc, l'approche est essentielle pour aller mobiliser ces deux notions essentielles, les drivers et les barrières. Il faut les identifier avec une approche factuelle, comme j'ai dit,
et puis aller sur les key, ce qu'on appelle en anglais les key drivers ou les key barriers en anglais. Donc, les drivers, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui va me permettre à ma marque aujourd'hui d'être achetée. Je suis une marque, par exemple, dans une industrie comme le livre. On va rester sur le livre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va me permettre d'être vendu? Demain, qu'est-ce qui va permettre d'être vendu? Demain, qu'est-ce qui va me permettre d'être vendu? Les drivers futurs, ça peut être le développement de solutions e-book monétisables. Le développement dans l'activité demain, ça peut être la disparition du point physique et la livraison de livres. Ça peut être aujourd'hui, je suis cantonné à livrer le marché de Casablanca, par exemple. Si demain, je suis dans une logique de livraison, bah, je m'ouvre sur tout un pays versus l'ouverture sur une géographie qui est assez limitée, qui est ma ville, la ville ou le quartier dans lequel j'opère. Donc, identifier des drivers, c'est les identifier aujourd'hui, mais aussi à court, moyen, long terme. Et puis, c'est toujours me poser la question, comment je vais en profiter? Pour les barrières, bah, c'est l'opposé exactement de la même réflexion qu'on a menée sur les drivers. C'est quelles sont les barrières qui handicapent mes ventes aujourd'hui et quelles sont les barrières qui peuvent handicaper demain mes ventes. Donc, et puis, comment les adresser? Excusez-moi pour le lapsus ici. Donc, comment je peux les adresser demain? Vous avez par exemple des situations où une entreprise sur un marché local a une position de leadership et tout est chamboulé rapidement par l'arrivée d'un mastodonte de la même activité, une grosse multinationale qui arrive sur le pays, ben, ça va déséquilibrer, ça risque en tout cas de déséquilibrer euh, les jeux dans le pays. Et donc, moi par exemple, j'ai vécu cette situation en industrie, en leadant le marketing dans une grosse industrie, avec une boîte qui était leader sur son marché. Ben, on a vu l'arrivée d'un concurrent de taille qui avait peut-être le double ou triple de la capacité de production. Et donc, c'est des choses qui vont vous permettre de revoir vos cartes et de redéfinir votre stratégie parce que vous avez du jour au lendemain quelqu'un qui peut avoir une capacité de production qui vous dépasse. Donc, l'arrivée d'un concurrent, ça peut être une barrière qui va handicaper vos ventes. Donc, je ne parle pas ici, je tiens à le signaler, des barrières que j'ai identifiées en parlant des consommateurs lors du premier cours. Je parle vraiment de drivers d'activité, de drivers business et de barrières business globales. Donc, revue d'activité, ça va être l'étape 1. Donc, ce qu'on a vu maintenant, c'est la partie business planning que j'ai appelée l'étape 0. Dans cette étape, on a parlé des barrières et des drivers. Et maintenant, je passe à une deuxième partie, toujours dans cette rubrique globale que j'ai appelée marketing business planning. Donc, la deuxième étape, ou bien l'étape 1, pardon, parce que j'ai appelé la première étape étape 0. L'étape 1, ça va être ce qu'on appelle en marketing la revue d'activité. Donc, encore une fois, c'est des choses, j'essaie vraiment de mixer l'approche théorique avec ce qui se fait réellement chez des multinationales en marketing. Et ce que vous voyez aujourd'hui sur l'écran, c'est exactement la même méthodologie. Donc, les niveaux de détail, ce n'est absolument pas la même chose. Donc, je vous présente n'a absolument rien à voir avec le niveau de détail qu'on va voir sur les présentations ou sur les plans marketing de grosses entreprises ou de multinationales. Maintenant, sur la partie méthodologie, on est fidèle à 100% à ce que ces gens multinationales font pour piloter leur marketing. Donc sur la revue d'activité, ben, encore une fois, je reviens sur le même split screen. On a deux notions essentielles. La première notion, c'est tout simplement, et là on est dans une étape qui est assez littéraire, ce qui marche ou ce qui a marché dans le passé. Donc parmi les choses qui peuvent vous donner une direction claire sur ce que vous pouvez faire en marketing, il y a une approche qui est le fait de juste de comprendre ce qui a marché pour vous pour le passé et ou bien ce qui marche aujourd'hui. Vous avez quelque chose qui marche,
une approche qui marche, un mix marketing qui marche, un pricing qui marche, une communication qui marche, et ça vous permet de driver, de réaliser de la croissance, ben, c'est quelque chose qu'il faut garder. Si vous réalisez toujours de la croissance, il faut le garder. Moi, c'est quelque chose vraiment que je conseille à une grande partie de mes clients ou de mon entourage quand je parle de marketing. Quand il y a des choses qui marchent et que vous délivrez de la croissance qui devance le marché ou que vous arrivez à délivrer du double digit growth, gardez ce que vous faites. Aussi simple que ça. Ben, donc, c'est une approche vraiment pour comprendre, pour diguer et comprendre ce qui marche dans votre entreprise par le passé, aujourd'hui, de manière simple. À l'opposé, ben, on peut aussi analyser ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché aujourd'hui, si on a fait quelque chose et qu'on a vu que les résultats ne sont pas là, si qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé. Et donc c'est vraiment c'est une espèce d'audit marketing qui va vous permettre de lister tout ce qui a été bon, tout ce qui a été mauvais dans votre gestion marketing pour le passé. Maintenant, vous avez toujours le scénario suivant de vous être dans une création de nouvelles entreprises ou création de nouvelles marques. Ben, dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est analyser ou bien avoir exactement la même approche pour votre concurrent, pardon, ou bien dans un autre pays ou dont carrément si l'industrie s'éloigne de la réalité du pays, d'aller voir sur des industries similaires ce qui a été fait et comment ça a été fait. Donc c'est une grosse partie qui se fait, je pense, chez beaucoup d'entreprises au Maroc, notamment avec des notions comme le benchmarking. Mais ici, vraiment, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que ce sont des notions et des choses qui sont essentiellement liées au marketing et donc au périmètre marketing à 100%. Un plan de communication a été efficace dans le passé, ben, il faut garder en tête que on peut relancer le même plan marketing. Vous avez signé par exemple avec une tête d'affiche, un nom connu, et vous avez fait une opération avec cette star, avec cette personne connue, et ça a délivré du business. Ça vous a permis de dégager de la marge. Ça vous a permis de dégager un ROI positif. Ben, dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est de reconduire par exemple. Donc, on le voit par exemple avec des campagnes, je citerai par exemple les campagnes de Hasselfed, les marques ils vont s'associer avec avec un calibre comme Hasselfed, bah, sur l'année zéro, on va analyser, sur l'année 1, on va analyser encore davantage, et si les résultats sont bons, ben, généralement, vous allez vous retrouver avec des situations où des marques vont reconduire des contrats des contrats d'image sur moyen, parfois même sur le long terme. Donc voilà, revue d'activité, on est en train de revoir notre activité, on va se dire qu'est-ce qui marche pas, un nouveau circuit de distribution des livres, on va creuser encore, on va le développer encore, un nouveau produit qu'on a lancé et qui a marché, donc peut nous ouvrir ça nous ouvrir un angle d'innovation et de nous guider sur le fait qu'il faut lancer peut-être un ou deux autres produits et que ça va nous permettre de réaliser de la croissance. Un saving par exemple, qui nous a permis de dégager de la marge et d'avoir un bon ROI. Le switch de budget, par exemple, télé vers du digital et l'impact que ça a eu sur le développement du business ou sur l'impact sur le saving. Donc, toutes ces choses, ça va être de l'audit multidimensionnel dans votre entreprise qui va vous permettre de dire voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché. Donc, vous pouvez le faire pour votre concurrence si votre business est nouveau ou sur une autre industrie, si l'industrie n'existe pas au Maroc. Donc, vous pouvez faire des parallèles avec des industries dans d'autres pays, notamment en Europe ou en Amérique. Encore une fois, je reviens sur la même remarque que j'ai donnée tout à l'heure. L'approche doit être vraiment factuelle. Donc, vous devez d'abord identifier les key éléments qui ont permis de vous laisser ou qui vous ont permis de juger que les choses ont marché ou n'ont pas marché. Et puis, dans l'approche, il faut avoir une démarche assez factuelle pour pouvoir, pour pouvoir juger
de manière business votre la situation en tout cas. Donc, sur cette revue d'activité toujours, ben, la méthodologie pour pouvoir suivre un plan de revue d'activité, c'est très simple. Quelles sont effectivement les actions qui marchent aujourd'hui? Quelles sont les actions qui délivrent du business? Quelles explications factuelles? Quelle explication pardon, factuelle on peut conclure de notre choix? Et puis, quelles sont les décisions ou bien les actions à prendre? Donc ça, c'est une méthodologie qui est très très simple et c'est une méthodologie qui est valable dans les deux sens. Ça veut dire que ce soit pour ce qui a marché ou pour ce qui n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Quelles sont les actions qui marchent, pardon, ou quelles sont les actions qui ne marchent pas et pourquoi elles ne délivrent pas? Ou bien quelles sont les actions qui marchent et qui délivrent? Quelles sont les explications? Pourquoi, quel cheminement logique nous a permis de conclure que telle action marche ou telle action ne marche pas? Et puis, quelles sont surtout les décisions, les nouvelles décisions à faire ou les actions à prendre? Donc, je passe ensuite à une notion que tout le monde a vue en marketing, que ce soit en niveau poussé, niveau intermédiaire ou niveau même zéro. Donc, on démarre avec ça. C'est le brand portfolio. Donc, sur le brand portfolio, l'élément essentiel, la question essentielle à se poser, c'est vraiment quel est le rôle de votre marque. Vous avez plusieurs marques, ou bien vous avez une seule marque. Quel est le rôle que vous lui donnez? Donc, la partie brand portfolio est quelque chose d'essentiel quand vous vous retrouvez avec un portefeuille de marques qui est multiple. Donc, si vous avez plus d'une marque dans votre portefeuille, ça va être quelque chose qui va vous aider. Et c'est une matrice qui est, comme je vous ai dit, un B.A.B.A, un des B.A.B.A de l'apprentissage en gestion ou au sens de gestion. Et donc, c'est une matrice qui est composée de deux dimensions essentielles, la market share et puis le market growth, donc ma part de marché et mon potentiel de croissance. Donc, on va se retrouver avec ce qu'on appelle des marques stars. Donc, c'est des marques qui ont une grande market share et une grande capacité de développement. Donc, rapid growth and expansion dans ce cas. Et on va retrouver avec différentes autres situations, des situations de cash flow, ce qu'on appelle aussi dans le jargon américain des situations de DOGS, donc low market share and growth. On a besoin d'investir sur ce type de marque. Et puis, sur les approches un peu plus risquées, ce qu'on appelle les new ventures. Est-ce qu'on a besoin de développer des projets qui ont la capacité, ou bien des marques, ou bien des produits qui ont la capacité de délivrer une une petite market share, mais un grand potentiel de développement pour le lendemain. Donc là, par exemple, dans le milieu de la tech, c'est quelque chose qu'on va retrouver énormément. Donc sur des mastodontes comme Facebook, comme Google, vous allez vous retrouver avec des marques et des produits qui sont des produits qui délivrent des milliards de dollars. Et vous allez vous retrouver également avec tout un potentiel de développement, tout un pipeline de nouveaux projets, de nouvelles marques, de nouveaux services qui sont en train de se développer parce qu'on juge que demain, on juge qu'aujourd'hui le market share est petit, tout le marché est petit, mais que demain ça va se développer. Donc, encore une fois, moi, je vraiment simplifie cette partie au maximum. Et le conseil que je donne ici, c'est vraiment essayer de donner un rôle. C'est comme si votre marque vivait et c'est comme si votre produit vivait. Et ce produit-là doit vraiment avoir un rôle. Est-ce que c'est un produit qui va vous permettre de dégager de l'argent pour développer d'autres produits ou c'est un produit qui va vous permettre juste de dégager assez de rentabilité et vous voulez rien lancer? Donc, donnez un rôle précis, factuel et précis à votre marque et ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur votre activité, vos marques, vos produits, et ça va vous permettre de mieux connaître pourquoi vous allez lancer telle ou telle marque, tel ou tel produit. Donc, étape 3, ça va être d'identifier quels sont vos key challenges et vos KPI. Donc, je vais revenir un peu pour l'historique. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur cette partie business planning, c'est que on a identifié une étape 0, qui est une étape de business planning en marketing pour comprendre quels sont les drivers et les barrières. Puis ensuite, on a commencé à instaurer ce qu'on appelle
en jargon marketing la revue d'activité, Activity Review par exemple en anglais. Donc, on a commencé à instaurer ça. Ben, juste après, il faut identifier notre brand portfolio. On a compris finalement le brand portfolio Jenna. Et par la suite, on devrait identifier les key challenges pour une marque ou pour un produit et surtout les KPIs. Donc, les challenges, c'est en fait les batailles des marques. Et en tant que marketeur, vous devez vous poser la question très simple. Excusez le lapsus encore une fois ici, il y a une petite erreur. Donc vous devez vous poser la question, vous dire quels sont vraiment les principaux challenges de ma marque, de mon business. Les challenges, ça va vous donner, en fait, c'est vos batailles. Quelles sont les batailles que vous voulez choisir? Et puis, c'est les directions à prendre. Donc, si je parle ici de trois principaux challenges, c'est que en tant que marque, en tant que marketing manager ou en tant que marque ou produit, vous pouvez pas vous dissiper vos efforts sur des dizaines et des vingtaines de challenges. Il faut en choisir trois. Vous êtes en sciences de gestion, vous êtes en gestion, vous êtes en gestion d'éléments rares qui sont les budgets, qui sont le temps, et donc vous devez vraiment choisir vos batailles. Je retrouve moi dans mon activité professionnelle beaucoup de marques qui ont pas mal de challenges et je dirais une multiplicité de challenges qui empêchent à attaquer les vrais problèmes, en tout cas les problèmes ou les challenges qui peuvent avoir un impact réel sur la productivité, sur le business, sur le growth. Identifier les key challenges de manière factuelle, avec une démarche quantitative, c'est quelque chose de vraiment c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller chercher de la croissance directement. Si par exemple vous choisissez le mauvais challenge, si votre challenge n'a un impact que de 5 ou 3-4% sur votre activité et que vous considérez et que vous consacrez 30 ou 40% de votre temps à piloter, à gérer des actions qui sont en relation avec ce challenge, ben vous perdez du temps et vous perdez aussi du budget et vous perdez aussi des occasions à aller créer de la croissance. Donc, quels sont les challenges de ma marque? Quels sont les challenges de mon produit? Ça peut paraître, c'est des questions qui peuvent paraître extrêmement simples, mais croyez-moi, je dirais que 60-70% des marques, en tout cas sur le Maroc, n'arrivent pas à bien identifier justement, les challenges des langues. Donc, quel est le challenge de ma marque ou de mon business? Donc, quand j'identifie les challenges de ma marque ou de mon business, il faut aussi que j'identifie les KPI de mon activité. Et donc, c'est là où je parlais la dernière fois, dans la première présentation, du fait qu'un marketeur pilote vraiment l'activité de son entreprise, que le vrai pilote doit être la fonction marketing, et puis que ben, ce marketing, ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas uniquement de la pub, ce n'est pas uniquement une approche qualitative, ce n'est pas une approche littéraire, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de toute activité. Donc, en termes de KPIs, sur cette partie business planning, on doit identifier bien évidemment les ventes. Et les ventes, elles sont identifiables à travers deux sous-KPIs, si vous voulez. Les ventes en volume, parce que la vente en volume seule ne peut pas éclairer sur la situation commerciale d'une entreprise. Il faut compléter cela par la vente en valeur. Donc, quand on parle de vente, on parle généralement des ventes en volume, en tonnage par exemple, ou en litrage, ou en grammage sur certaines activités, et la vente en valeur. Donc, Hadou, c'est les deux premières KPI. Le second KPI, c'est le KPI clé. C'est le KPI LHDR film كامل. Donc, votre marge aussi, il faut la piloter. Il faut la piloter de manière minutieuse. Et donc, c'est généralement un couple vente-marge qui est tout le temps piloté en entreprise. D'autres indicateurs ou d'autres KPIs purement marketing, la part de marché, un KPI clé, un KPI qui est généralement très mal piloté,
en tout cas, pas chez les multinationales parce que au cœur au cœur de l'activité marketing, il y a cette notion de part de marché. C'est piloté chaque 3 mois, parfois chaque mois quand les conditions le permettent. Mais c'est une notion clé. Beaucoup de boîtes marocaines ne pilotent pas leur activité avec des parts de marché parce que généralement pour pouvoir avoir ces parts de marché, il faut c'est un service qui coûte relativement cher, en tout cas pour eux, mais c'est une data qui est essentielle, data essentielle pour piloter toute activité en marketing. D'autres notions, une notion qui est très chère aux multinationales et notamment aux multinationales américaines, donc la notion de pénétration. Donc la pénétration de votre produit ou de votre service dans la population, au sein de la population globale ou au sein de la population de cible que vous êtes en train de chercher en tant que marque, en tant que produit. Donc est-ce que mon produit arrive au bon nombre de consommateurs ou est-ce que ce produit-là ben, n'arrive pas pour X et Y raison. Une dernière notion qui est également très chère aux multinationales nord-américaines, en tout cas américaines, c'est la fréquence de consommation. Donc, une des manières de piloter mon business est de piloter la fréquence de consommation. Et en pilotant cette fréquence de consommation, je peux essayer d'augmenter cette fréquence de consommation. Je suis dans le business du burger, par exemple. Je sais que la fréquence de consommation moyenne de mon cœur de cible est de une fois par semaine. En ouvrant la possibilité à livrer le produit jusqu'à chez lui, j'augmente cette fréquence de consommation parce qu'il a été fonction uniquement d'une consommation in situ. Ben, en ouvrant mes capacités à livrer, j'augmente la fréquence de consommation et ça va de soi, j'augmente mes ventes en volume, en valeur et j'augmente mes marges et ma profitabilité. Je peux même augmenter mes marges en livrant parce que je peux livrer sans pour autant développer ma structure de charge fixe. Bon, c'est un autre sujet, je pense qu'on va revenir sur les aspects financiers qui me sont vraiment chers en marketing plus tard. Donc, la question essentielle, ensuite, et là c'est vraiment, on est dans une approche très élitiste en marketing, en tout cas chez de très rares multinationales, c'est la construction du volume. Mon volume, ce n'est pas uniquement un chiffre, mais c'est une cascade de chiffres qui me permet d'avoir une construction. Je vais m'exprimer en des termes plus pragmatiques. Mon volume de vente est construit par différents circuits de distribution. Donc, par exemple, si je suis dans le business fast moving consumer goods, je suis en grande conso, ma construction de volume va se faire à travers de la distribution en grande surface et va se faire principalement via le canal traditionnel. Donc, je dis n'importe quoi, à 60, 40 ou 50%, et va se faire en modern trade à 30%, et va se faire en livraison ce qu'on appelle le canal Horeca, hôtel, restaurant et café, par exemple. Si je suis dans le business du food, si je livre ce circuit-là, il va se faire de 20% par exemple. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais je vous parle de comment mon volume va être construit. Et donc, cette construction de volume va vous permettre d'avoir une approche très pointue sur votre activité. Il y a aussi des clients qu'on va perdre chaque année. Et donc, va vous permettre aussi de comprendre comment vous allez récupérer de nouveaux clients. Est-ce que vous allez livrer de nouveaux territoires, par exemple? Donc, c'est une approche, la construction du volume est une approche très pragmatique qui va vous permettre de comprendre où est-ce que vous allez vendre et puis comment vous allez construire votre volume. Et ça va être une sorte de maîtrise de la situation, en tout cas vue par le top management. Donc,
Activity planning, c'est ce que j'ai appelé ici l'étape 4. Et donc, cette étape, elle est en fait une étape aussi que tous les marketeurs, toutes les boîtes connaissent. C'est ce qu'on appelle le marketing activity scheduling. En d'autres termes, c'est votre planning par trimestre. Et donc là, idéalement, il faut être vraiment dans le détail. On sait ce qu'on va faire. Si je devais récapituler un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on sait quels sont les drivers et les barrières de notre business. Donc je vais revenir encore une fois. Donc on a vu quelles sont les barrières et les drivers de notre business. On a compris qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour nous dans le passé. On a compris quel était le rôle de chacune de nos marques dans le portefeuille global. On est clair sur nos challenges, on est clair sur nos KPI, on sait comment votre volume va être construit. Ben, quand on a tous ces éléments, on peut tracer et on peut dire quels sont quel est le planning idéal à suivre sur toute l'année, idéalement à piloter par trimestre. Mais bon, donc toute l'année, mois par mois, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça implique de la communication, ça implique de l'innovation, ça implique des projets de distribution. Donc tout est des projets de trade marketing. Donc toutes les activités qui sont en relation avec votre plan de communication, votre plan marketing, excusez-moi, vont être capturés dans ce document. C'est un document qui est préparé à, à 3 mois, donc avant le démarrage de l'année fiscale généralement. Donc c'est comme ça que les entreprises le préparent généralement, et c'est un document qui est essentiel parce que c'est la vraie feuille de route de votre activité. Alors, la remarque que j'ai par rapport à ce type de document, c'est que rares sont les entreprises qui mettent des coûts face à chacune des activités ou à chacune des rubriques de ce plan. J'ai parlé énormément la première fois de budget. Je réitère ma position par rapport à ça. Le marketing, c'est une fonction de plusieurs budgets. Donc, c'est une fonction d'un budget global. On ne peut pas faire de marketing ni de com sans une clarté sur son budget. Donc, c'est un handicap énorme chez beaucoup d'entreprises, et c'est une notion qui n'est pas assez, c'est une notion qui n'est pas assez étudiée en cours théorique, parce que dans certains cas, on se retrouve avec des manuels extrêmement pointus sur des approches théoriques, méthodologiques, mais sur cette partie-là, qui est en fait le cœur de l'activité marketing, ce n'est pas très bien enseigné. Et j'invite vraiment tous les étudiants, en tout cas tous les gens qui s'intéressent au marketing, de s'intéresser aussi à cette partie, de poser des questions, d'aller chercher des cours sur Internet. Parce que demain, si vous êtes marketing manager ou que vous pilotez votre activité marketing, la première chose qu'on va vous demander, c'est d'abord de gérer du budget, ou bien de vous donner un budget et de vous demander de designer une approche de gestion de ce budget. Et donc tout va se faire en budget. Il faut avoir une clarté sur ce budget-là, clarté sur la capacité de l'entreprise à dégager du budget. Et donc, encore une fois, je suis lourd sur cette partie et je m'excuse, mais ça me tient vraiment à cœur parce que je vois pas mal d'étudiants en décalage, déphasage total avec cette notion, alors qu'elle est au cœur de l'activité, qu'elle doit vraiment être enseignée. Le marketing est un domaine des chiffres et c'est un domaine financier. C'est un domaine purement financier. Si je vais m'attirer les foudres de mes amis financiers, mais le marketing est un domaine qui est vraiment financier. Et on pilote de l'argent, on pilote de la marge, on pilote des ventes, on pilote de circuits de distribution, on pilote un portefeuille de marque, on pilote des budgets de com et de promotion. Et donc, ne pas avoir assez de clarté sur son budget, c'est juste laisser un énorme flou dans l'approche globale de gestion marketing. Donc voilà, je vous remercie. J'arrive au bout de ma présentation. Je ne sais pas si ça a été clair. Je ne sais pas si je pense que je peux me permettre de lire un peu les questions qui sont écrites ici pour vous donner un exemple pour chaque cas.
exemple, on se perd dans la théorie, on peut avoir une nouvelle activité, comme comment on va aborder, analyser l'étape 3 concernant les différents branding entreprises. Donc, alors j'ai une question de Zineb qui me demande de donner un exemple pour chacun. Je ne sais pas si vous êtes toujours là ou pas. Time. Badrek, moi j'ai tardé. Je ne sais pas si j'ai tardé ou pas. Activité qu'on va aborder. C'est Nordine, de quelle étape? De quelle étape vous parlez à la fac? L'étape 3. Alors, je pense que les personnes sont plus là. En tout cas, je vous invite vraiment, c'est Nordine, Zinab, je vous invite à prendre attache Maya. Je peux. D'accord, brand portfolio, c'est Nordine. Pour analyser, on parle d'une nouvelle activité, comment on va aborder, analyser l'étape 3 concernant les différents brandings. Donc, si on est dans, je ne sais pas si ça va répondre à votre question, c'est Nordine ou Léla, mais si on est dans un lancement de nouveaux produits, euh, dépendamment de ces deux variables qui sont la market share et le potentiel de market growth, on peut d'ores et déjà identifier la case où on va positionner le produit. Donc, si on est dans un lancement, par exemple, de produits de grande consommation, si on décide demain de lancer un produit, un soda, par exemple, on sait que market growth rate est d'un certain niveau. On sait que la market share peut être d'un certain niveau. On va attaquer quand même de grandes multinationales, donc on ne peut pas aller directement sur un high potential. Donc on va être peut-être sur un low potential. Sur le market growth, on peut être dans un niveau intermédiaire. Donc dans ce cas de figure, par exemple, on peut se dire qu'on est soit sur des activités low market share and growth, et on décide de ne pas lancer. Soit on se dit qu'on a une différenciation qui est énorme, mais que la market share va être low, et dans ce cas, on va être dans une approche new ventures. Donc, c'est juste un petit exemple pour vous dire comment on peut attaquer ce type de problématique. Je pense que, encore une fois, pour Sinordine et pour Zineb, je vous invite vraiment à prendre attache Maria. En tout cas, pour tous les autres aussi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Je vous remercie encore une fois. Je remercie Daras Salahuddin, toute l'équipe euh, Khalaf Dar et tous les profs bénévoles. Merci encore une fois. Très bonne soirée et encore une fois, je suis à votre entière disposition.